Chapitre 6. Atomes et connaissances. On ne trouverait guère dans l'histoire des sciences de périodes comparables à notre siècle où l'exploration du monde des atomes fait faire de si grands progrès à notre connaissance et à notre domination de cette nature dont nous sommes nous-mêmes une partie. Cependant, tout accroissement de connaissances et de puissance augmente notre responsabilité. Aussi, l'accomplissement des riches promesses de l'âge atomique et l'élimination des dangers nouveaux qu'il présente constituent pour toute notre civilisation une épreuve sérieuse qui pourra être surmontée seulement par une coopération de tous les peuples fondée sur une compréhension générale de la communauté humaine. Dans cette situation, il importe de se rappeler qu'au cours des âges, la science, qui ne connaît pas de frontières et dont les acquisitions sont le bien commun de l'humanité, a uni les hommes dans leurs efforts pour élucider les fondements de notre connaissance. Comme je vais tenter de le montrer, l'étude des atomes dont les conséquences devaient avoir une si vaste portée et dont les progrès auraient été acquis par une coopération universelle, a non seulement approfondi une vue dans un nouveau domaine d'expérience, mais encore jeté une lumière nouvelle sur les problèmes généraux de la connaissance. Il pourrait paraître à première vue surprenant que la science atomique puisse comporter un enseignement de valeur générale, mais il faut nous souvenir qu'elle a mis en jeu à tous les stades de son développement certains problèmes essentiels de la connaissance. Déjà, les penseurs de l'Antiquité, en admettant une divisibilité limitée de la matière, ont tenté de trouver une base permettant de comprendre les caractères de permanence que présentent, sous leur multiplicité et leur variabilité, les phénomènes naturels. Bien que depuis la Renaissance, les idées atomistiques aient contribué de plus en plus efficacement au progrès de la physique et de la chimie, elles étaient considérées jusqu'au début de ce siècle comme une simple hypothèse. On tenait en effet pour assurer que nos organes sensoriels, composés eux-mêmes d'innombrables atomes, étaient trop grossiers pour observer les petites parties de la matière. Cette situation devait cependant être essentiellement modifiée par les grandes découvertes du début du XXe siècle. Comme on le sait, le progrès des techniques expérimentales permirent alors d'enregistrer les effets d'atomes isolés et d'obtenir des informations sur les particules plus élémentaires encore qui constituent les atomes. Quelle que soit la profonde influence exercée par l'atomisme antique sur la conception mécaniste de la nature, c'est par l'étude d'expériences immédiatement réalisables en physique et en astronomie qu'on parvint à découvrir les lois de régularité exprimées par la physique dite classique. La règle de Galilée selon laquelle les phénomènes ne doivent être décrits qu'à l'aide de quantités mesurables permit d'éliminer les conceptions animistes qui avaient si longtemps fait obstacle à une formulation rationnelle de la mécanique. Les principes de Newton posèrent les fondements d'une description déterministe permettant à partir de la connaissance de l'état d'un système physique à un moment donné de prédire cet état à un instant ultérieur quelconque. Plus tard, on parvint à rendre compte des phénomènes électromagnétiques selon les mêmes méthodes. Mais il fallut pour cela inclure dans la définition de l'état d'un système, outre les positions et les vitesses des corps électrisés, ou aimanter l'intensité et la direction des forces électriques et magnétiques en tout point de l'espace à l'instant considéré. On a longtemps pensé que le cadre conceptuel qui caractérise la physique classique devait nous fournir un mode de description correct de tous les phénomènes physiques. Il semblerait en particulier être bien adapté à l'utilisation et au développement des idées atomiques. Bien entendu, pour les systèmes formés comme les corps ordinaires d'un nombre immense de particules constituantes, il ne pouvait être question d'une description exhaustive de leur état, mais on parvint, sans abandonner l'idéal déterministe et en se fondant sur les principes de la mécanique classique, à établir des régularités statistiques qui reflétaient maintes propriétés des corps matériels. Bien plus, quoique les lois mécaniques du mouvement permettent une inversion totale du cours d'un processus isolé, on trouva dans l'équilibre statistique de l'énergie qui s'établit par les interactions entre molécules, l'explication complète de l'irréversibilité caractéristique des phénomènes thermiques. Cette notable extension des applications de la mécanique fit ressortir en outre combien les idées atomiques étaient indispensables à la description de la nature et offrit pour la première fois la possibilité de dénombrer les atomes dans les substances matérielles. Cependant, la clarification des fondements des lois de la thermodynamique devait amener à découvrir dans les processus atomiques un caractère global dépassant largement la vieille doctrine de la divisibilité limitée de la matière. Comme on le sait, c'est l'analyse serrée des phénomènes de rayonnement thermique qui devint le test de la portée des idées de la physique classique. La découverte des ondes électromagnétiques avait déjà fourni une base permettant de comprendre la propagation de la lumière et d'expliquer un grand nombre de propriétés optiques des substances matérielles. Mais lorsqu'on tenta de rendre compte à l'aide de ces idées de l'équilibre de rayonnement,
on rencontra des difficultés insurmontables. Le fait qu'on se trouvait là devant les arguments fondés sur des principes généraux et tout à fait indépendants d'hypothèses particulières sur les éléments constituants de la matière conduisit Planck, en la première année de ce siècle, à la découverte du quantum d'action universelle. Et cette découverte montra clairement que la description que fait de la nature la physique classique n'est qu'une idéalisation dont le domaine d'application est limité. Dans les phénomènes à notre échelle, les actions mises en jeu sont si grandes par rapport au quantum que celui-ci peut être négligé. Mais dans les processus proprement quantiques, on rencontre des lois qui sont totalement étrangères à la conception mécaniste de la nature et défient toute description déterministe intuitive. La tâche que la découverte de Planck posait aux physiciens n'était rien moins que d'analyser à fond les hypothèses sur lesquelles repose l'application de nos concepts les plus élémentaires, afin d'insérer le quantum d'action dans une généralisation rationnelle de la description physique classique. Durant le développement de la physique quantique qui nous apporta tant de surprises, nous avons sans cesse éprouvé combien il est difficile de s'orienter dans un domaine d'expérience éloigné de celui auquel sont adaptés pour le décrire nos moyens d'expression. De rapides progrès furent rendus possibles par une large et intense collaboration entre physiciens de nombreux pays, dont les différents modes d'approche aidèrent avec la plus grande efficacité à circonscrire le problème de façon toujours plus serrée. Il ne sera évidemment pas possible aujourd'hui de traiter en détail des contributions individuelles, mais comme arrière-plan aux considérations qui vont suivre, je rappellerai brièvement quelques-unes des principales étapes de ce développement. Alors que Planck se limitait prudemment à des arguments statistiques et insistait sur les difficultés auxquelles on se heurtait lorsqu'on abandonnait les bases classiques pour décrire la nature en ses détails, Einstein souligna audacieusement la nécessité de tenir compte du quantum d'action dans les phénomènes anatomiques individuels. Dans l'année même où il complétait si harmonieusement l'ossature de la physique classique en créant la théorie de la relativité, il montra que la description des observations faites sur l'effet photoélectrique exige que le transfert d'énergie à chacun des électrons extraits des substances matérielles corresponde à l'absorption d'un seul quantum de rayonnement. Comme l'idée d'onde est indispensable pour rendre compte de la propagation de la lumière, il ne pouvait être question de simplement la remplacer par une description corpusculaire, et l'on se trouvait ainsi placé devant un dilemme singulier dont la solution devait exiger une analyse complète de la portée de nos concepts descriptifs. Comme on le sait, cette question devint plus aiguë encore lors de la découverte par Rutherford du noyau atomique. Celui-ci contient, en dépit de sa petitesse, presque toute la masse de l'atome et sa charge électrique correspond au nombre des électrons présents dans l'atome neutre. On obtint ainsi une représentation simple de l'atome qui suggéra immédiatement l'application d'images empruntées à la mécanique et à l'électromagnétisme. Cependant, il était clair que selon les principes de la physique classique, aucune configuration de particules électrisées ne pouvait posséder la stabilité nécessaire pour expliquer les propriétés physiques et chimiques des atomes. En particulier, selon les principes de l'électromagnétisme classique, tout mouvement des électrons autour de l'atome devait produire un continuel rayonnement d'énergie, impliquant une contraction rapide du système jusqu'à ce que les électrons s'unissent au noyau, formant une particule neutre de taille infiniment petite par rapport à celle qui devait être attribuée à l'atome. Cependant, ce furent les lois empiriques régissant les spectres des éléments, lois entièrement incompréhensibles jusqu'alors, qui furent pour nous un premier indice de l'importance décisive du quantum d'action dans la stabilité et le rayonnement des atomes. Le point de départ fut ici ce qu'on appelle le postulat quantique, selon lequel tout changement dans l'énergie d'un atome est le résultat d'une transition complète entre deux de ses états stationnaires, en admettant en outre que toute réaction radiative atomique fait intervenir l'émission ou l'absorption d'un seul quantum de lumière, les valeurs de l'énergie des états stationnaires purent être déterminées à partir du spectre. Il était évident qu'aucune explication de l'indivisibilité des processus de transition ou de leur apparition dans certaines conditions ne pouvait être donnée dans le cadre d'une description déterministe. Cependant, il s'avéra possible d'obtenir une image générale des modes de liaison des électrons dans les atomes, image qui reflétait nombre de propriétés des éléments. On y parvint grâce au principe de correspondance, celui-ci permis par comparaison de l'évolution des processus réels avec celle que prévoit la physique classique, de chercher des directives pour une généralisation statistique de la description qui fut compatible avec le postulat quantique. Dès lors, il fut de plus en plus clair que pour arriver à une théorie cohérente des phénomènes atomiques, il était nécessaire de renoncer davantage encore à se servir d'images et qu'il fallait reformuler radicalement toute notre description pour faire place à tous les aspects impliqués par le quantum d'action. La solution qui fut le résultat des ingénieuses contributions du nombre des plus éminents théoriciens de notre époque
fut d'une simplicité surprenante. Comme dans le cas de la relativité, on trouva dans certaines abstractions mathématiques hautement développées les outils adéquats pour formuler la théorie. Les quantités qui servent en physique classique à décrire l'état d'un système sont remplacées dans le formalisme de la mécanique quantique par des opérations symboliques dont la commutabilité est limitée par des règles contenant le quantum. Il en résulte que l'on ne peut attribuer simultanément des valeurs définies à des quantités comme les coordonnées de position d'une particule et les composantes correspondantes de l'impulsion. Le caractère statistique du formalisme apparaît ainsi comme une généralisation naturelle de la description par la physique classique. Cette généralisation permet en outre d'énoncer de manière cohérente les règles qui limitent l'individualité des particules identiques, règles qui ne peuvent, comme le quantum lui-même, être exprimées à l'aide des représentations physiques usuelles. Les méthodes de la mécanique quantique permirent en peu d'années de rendre compte d'un très grand nombre de résultats expérimentaux concernant les propriétés physiques des corps. Il fut possible non seulement d'expliquer jusqu'en ces détails la liaison des électrons dans les atomes et les molécules, mais encore d'obtenir des vues profondes sur la constitution et les réactions des noyaux atomiques. De ce point de vue, on peut mentionner que les lois de probabilité qui régissent les transmutations radioactives spontanées ont été incorporées harmonieusement dans la description statistique quantique. Enfin, lorsqu'il s'est agi de comprendre les propriétés des nouvelles particules élémentaires qui ont été absorbées ces dernières années dans l'étude des transmutations des noyaux atomiques sous l'action de haute énergie, des progrès continus ont été faits par adaptation du formalisme aux conditions d'invariance de la théorie de la relativité. Mais nous nous trouvons ici devant de nouveaux problèmes dont la solution exigera évidemment de nouvelles abstractions permettant de relier entre eux le quantum d'action et la charge électrique élémentaire. Quelque féconde que se soit montrée la mécanique quantique dans un si vaste domaine d'expérience, le fait qu'elle nous oblige à renoncer aux conditions que nous exigeons d'ordinaire d'une explication physique a conduit de nombreux physiciens et philosophes à se demander si elle constitue une description exhaustive des phénomènes atomiques. En particulier, on a exprimé l'idée que le mode de description statistique devait être considéré comme un expédient provisoire qu'il faudrait en principe remplacer par une description déterministe. C'est justement la discussion approfondie de cette question qui a conduit à rendre claire notre position d'observateur en physique atomique et nous a donné la leçon d'épistémologie à laquelle j'ai fait allusion au début de cette conférence. Comme le but de la science est d'augmenter et d'ordonner notre expérience, toute analyse des conditions de la connaissance doit reposer sur une étude du caractère et de la portée de nos moyens de communication. Notre base est évidemment le langage qui a été développé pour nous orienter dans le monde qui nous environne et pour organiser les communautés humaines. Cependant, l'extension de notre expérience a sans cesse conduit à nous demander si les concepts et les images qu'exprime le langage quotidien y suffiraient. Par suite de leur simplicité relative, les problèmes de la physique conviennent particulièrement à l'étude de l'applicabilité de nos moyens de communication, et c'est justement le développement de la physique atomique qui nous a appris comment il est possible, sans abandonner le langage commun, de créer un cadre assez vaste pour permettre une description exhaustive d'expériences nouvelles. À ce propos, il faut avant tout avoir présent à l'esprit le fait que dans tout compte rendu d'une expérience en physique, les conditions expérimentales, aussi bien que les observations, sont nécessairement décrites à l'aide des moyens, mêmes moyens de communication qui servent en physique classique. Dans l'étude de particules atomiques isolées, ceci est rendu possible par des effets d'amplification irréversibles, tels que la marque laissée sur une plaque photographique par l'impact d'un électron, ou la décharge électrique créée dans un compteur. Et les observations ne concernent que l'endroit et le moment où la particule a été enregistrée sur la plaque, ou bien son énergie à l'arrivée sur le compteur. Évidemment, cette information présuppose la connaissance de la position de la plaque photographique relativement aux autres parties du dispositif expérimental, diaphragme et obturateur définissant les coordonnées dans l'espace-temps, ou corps électrisé et aimanté déterminant le champ des forces externes qui agissent sur la particule et permettent les mesures d'énergie. Les conditions expérimentales peuvent être variées de bien de façons, mais le point essentiel est que nous devons dans chaque cas être capables de communiquer à d'autres ce que nous avons fait et ce que nous avons appris, et que le fonctionnement des instruments de mesure doit par conséquent être décrit dans le cadre des idées physiques classiques. Donc, comme toutes les mesures concernent des corps assez lourds pour que l'on puisse négliger dans leur description le quantum d'action, il ne se présente à strictement parler aucun nouveau problème de l'observation en physique atomique. L'amplification des effets atomiques qui permet de fonder tout compte rendu d'expérience sur des grandeurs mesurables et qui donne au phénomène un caractère d'indivisibilité
tout particulier ne fait que souligner l'irréversibilité inhérente au concept même d'observation. Alors que dans le cadre de la physique classique, il n'y a en principe aucune différence entre la description des instruments de mesure et celle des objets sur lesquels porte l'investigation, la situation est essentiellement différente dans l'étude des phénomènes quantiques, car le quantum d'action impose certaines limites à la description de l'état des systèmes par coordonnées d'espace-temps et quantité d'impulsion et d'énergie. Étant donné que la description déterministe de la physique classique repose sur l'hypothèse d'une compatibilité rigoureuse entre la coordination dans l'espace-temps et les lois dynamiques de conservation, nous nous trouvons évidemment ici confrontés au problème de savoir si une telle description peut être étendue sans restriction aux objets atomiques. Il s'est avéré que le rôle de l'interaction entre objets et instruments de mesure était particulièrement important pour éclaircir ce point fondamental. Comme l'a souligné Heisenberg, la localisation d'un objet dans un domaine limité de l'espace-temps entraîne, selon la mécanique quantique, entre l'instrument et l'objet, un échange d'impulsion et d'énergie, d'autant plus grand que le domaine considéré est plus petit. Il était donc d'une importance fondamentale d'examiner dans quelle mesure il est possible de tenir compte dans la description des phénomènes de cette interaction impliquée par l'observation même. Cette question fut le centre de discussions approfondies et l'on vit formuler bien des propositions qui visaient à obtenir un contrôle complet de toutes les interactions. Mais ces considérations n'ont jamais tenu compte assez précisément du fait que dans la description même du fonctionnement des appareils de mesure, toutes les interactions entre ceux-ci et les objets atomiques, tels que les implique le quantum d'action, font partie indissoluble des phénomènes. Tout dispositif expérimental permettant l'enregistrement d'une particule atomique dans un domaine d'espace-temps limité exige des règles graduées fixes et des horloges synchronisées qui, de par leur définition même, excluent le contrôle de l'impulsion et de l'énergie qui leur sont transmises. Réciproquement, pour pouvoir appliquer sans ambiguïté les lois de conservation dynamique en physique quantique, il faut renoncer en principe dans la description du phénomène à une détermination précise des coordonnées dans l'espace-temps. Cette exclusion mutuelle des conditions expérimentales implique qu'il faut tenir compte de la totalité du dispositif de mesure pour décrire le phénomène de façon bien définie. Toute subdivision définissable impliquerait un changement du dispositif avec l'apparition de nouveaux phénomènes individuels. C'est là l'expression et en même temps la conséquence de l'indivisibilité des phénomènes atomiques. Ainsi s'écroule le fondement même d'une description déterministe et le caractère statistique des prédictions apparaît avec évidence dans le fait que dans les conditions expérimentales identiques, les observations que l'on fera pourront correspondre à différents processus individuels. Des considérations de ce genre n'ont pas seulement clarifié le dilemme dont nous avons déjà parlé à propos de la propagation de la lumière, elles ont encore résolu complètement les paradoxes analogues qui se présentaient lorsqu'on cherchait à représenter visuellement le comportement des particules matérielles. Il est évidemment impossible de chercher dans ce cas une explication physique au sens habituel du terme. Tout ce que l'on peut exiger dans un domaine d'expérience nouveau est de pouvoir lever toutes les contradictions apparentes. Quelque différence que ce soit, les phénomènes atomiques observés dans des conditions expérimentales différentes, on peut les dire complémentaires en ce sens que chacun d'eux est bien défini et que dans leur ensemble, ils épuisent toute connaissance définissable des objets considérés. Le formalisme de la mécanique quantique, dont le seul propos est d'unifier des observations obtenues dans des conditions expérimentales décrites par des concepts physiques simples, donne d'un très vaste domaine d'expérience une description complémentaire exhaustive. Nous ne renonçons à une représentation intuitive que pour l'état des objets atomiques et nous conservons entièrement les bases d'une description des conditions expérimentales ainsi que la liberté de choisir celle-ci. Tout ce formalisme qui ne peut s'appliquer qu'à des phénomènes clos doit, sous tous ses rapports, être considéré comme une généralisation rationnelle de la physique classique. Et étant donné l'influence de la conception mécaniste de la nature sur la pensée philosophique, il est compréhensible que l'on ait vu parfois dans la notion de complémentarité une référence à l'observateur subjectif qui serait incompatible avec l'objectivité de la description scientifique. Dans tout domaine d'expérience, il faut évidemment conserver une distinction nette entre observateur et contenu des observations. Mais nous devons aussi nous rappeler que la découverte du quantum d'action a jeté une lumière nouvelle sur les fondements même de la description de la nature et qu'elle a révélé des conditions préalables jusqu'alors inaperçues de l'usage rationnel des concepts sur lesquels repose la communication de l'expérience.